Le rayon lumineux arrivant à la surface de séparation n'est pas entièrement réfracté, une partie est réfléchie. C'est ce que l'on appelle la réflexion. C'est donc le changement de direction de propagation d'un rayon lumineux atteignant la surface de séparation de deux milieux différents, mais qui reste dans le premier milieu. Si vous observez correctement le schéma, vous pouvez constater que l'angle d'incidence du rayon incident est exactement le même que l'angle de réflexion du rayon réfléchi par rapport à la normale, au plan de séparation des deux milieux, puisqu'on définit tous les angles par rapport à cette normale. Donc la deuxième loi de Descartes nous dit que le rayon incident I1 et de réflexion IR vérifie la relation suivante. L'angle I1 est égal à l'angle IR. Le rayon incident et le rayon réfracté sont situés dans un même plan, de part et d'autre de la normale à la surface de séparation. L'essentiel à retenir sur cette partie. Lorsqu'un rayon de lumière arrive, donc un rayon incident, sur une surface transparente, je rappelle que la lumière ne peut se propager que dans un milieu transparent. Une partie de ce rayon lumineux incident est renvoyée par la surface, donc reste dans le même milieu. C'est ce que l'on appelle le rayon réfléchi. Alors qu'une autre partie pénètre au travers de la surface, donc change de milieu. C'est ce que l'on appelle le rayon réfracté. Donc il y a déviation de l'angle de ce rayon réfracté. Vous avez tous en tête l'image d'un crayon que vous plongez dans de l'eau dans un verre. Vous avez l'impression visuelle que votre crayon est cassé. C'est simplement dû au phénomène de réfraction de la lumière, puisque les objets émettent de la lumière. La difficulté de cette partie, de ce chapitre, est de repérer les angles du rayon incident, du rayon réfracté et du rayon réfléchi. Il est évident et important de ne pas vous tromper pour définir les angles et de toujours vous référer à la normale, à la surface du plan de séparation. Donc je rappelle qu'à la normale, ça veut dire que perpendiculaire au plan de séparation des deux milieux. Deux lois à retenir de Schnell-Descartes. La première, N1 fois sinus I1 est égal à N2 fois sinus I2. Donc N1 est sinus I1, donc c'est le milieu 1. N2 est sinus I2, c'est le milieu 2. La deuxième loi de Schnell-Descartes est que l'angle incident est égal à l'angle de réflexion. Si tout est clair, vous pouvez passer à un petit quiz. Donc je vous laisse le faire. Mettez sur pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1. Choisir là où les bonnes réponses. Un prisme est un système dispersif car A. Son indice de réfraction petit n dépend de la longueur d'onde de la radiation qui le traverse. B. Il sépare les différentes radiations de la lumière blanche. C. Il renvoie la totalité de la lumière blanche. Le prisme étant un milieu transparent, la lumière a la possibilité de le traverser. La réponse C n'est donc pas correcte. Un prisme peut séparer les différentes radiations qui composent la lumière. La réponse B est donc correcte. Cette propriété, il la doit à son indice de réfraction, dont la valeur varie en fonction de la longueur d'onde de la radiation. La réponse A est donc également correcte. Question 2. Sachant que sinus I2 égale NR sur N prisme fois sinus I1, avec l'indice du prisme pour la radiation violette égal à 1,64 et égal à 1,60 pour la radiation rouge. La radiation colorée la plus déviée par un prisme est A. La radiation rouge, B. La radiation violette, C. Impossible à prévoir. La loi de Snell-Descartes permet tout à fait de prévoir l'angle de réfraction I2. La réponse C n'est donc pas correcte. Sinus I2 dépend de l'indice du prisme. Or, cet indice dépend à son tour de la longueur d'onde de la radiation incidente. Cet indice étant au dénominateur de l'expression, plus sa valeur est grande, comme pour la radiation violette, plus sinus I2 est petit, et donc I2 petit.
La radiation violette sera donc plus proche de la normale que la radiation rouge. La radiation violette sera donc la plus déviée. La bonne réponse est donc la réponse B. Question 3. Une lumière blanche arrive suivant la normale d'un prisme. À la sortie du prisme, on observe A. Une dispersion de la lumière, B. Aucune dispersion, C. Une réflexion totale. Si le rayon incident arrive suivant la normale, I1 est égal à 0 degré. Donc, sinus I1 égale 0. Or, d'après la loi de Snell-Descartes, si sinus I1 est égal à 0, sinus I2 est égal à 0 également. Donc, I2 égale 0 degré. Le rayon n'est donc pas dévié, quelle que soit la longueur d'onde. La première face ne disperse donc pas la lumière. En revanche, si on prolonge le rayon lumineux, il forme un angle avec la normale de la deuxième face. Comme nous l'avons vu précédemment, la deuxième face engendre une dispersion. La réponse A est donc correcte. On en revient à notre exercice d'application numéro 5. Donc, d'après le théorème des angles alternes internes, les deux angles I1 et alpha sont alternes internes, puisqu'ils n'ont pas le même sommet et se sont situés de part et d'autre de la séquente, ici en vert pointillé, et selon deux droites parallèles. Par conséquent, l'angle I1 est égal à l'angle alpha. Question suivante. On vous demande de déterminer la valeur de l'angle de réfraction I2, sachant que l'angle d'incidence vaut I1 est égal à 30 degrés et que l'indice de réfraction N1 du prisme vaut 1,5. Appliquer la première loi de Snell-Descartes. N1 fois sinus I1 est égal à N2 fois sinus I2. Notre premier milieu est en l'air, donc on peut remplacer N1 par NR. Donc on a NR fois sinus I1 est égal, le deuxième milieu étant le prisme, est égal à N prisme fois sinus I2. Or, on sait que NR est égal à 1. Par conséquent, nous avons sinus I1 est égal à N prisme fois sinus I2. Il ne faut pas oublier ce que l'on cherche. On cherche l'angle I2. Par conséquent, on va écrire l'équation sous une autre forme. On va l'écrire sous la forme de sinus I2 est égal à sinus I1 sur N prisme. Mais ce n'est pas les sinus que l'on cherche, c'est l'angle. Donc pour obtenir l'angle I2, sachant que l'on connaît sinus I2, il va falloir que l'on prenne l'arc sinus I2, c'est-à-dire l'inverse du sinus. Donc, on remplace ensuite par les valeurs numériques, arc sinus 30 que divise 1,5 et on obtient un angle de 19,26 degrés. Donc il ne faut pas oublier de bien mettre sur la calculatrice le degré pour les angles et non le radian. Sinon, vous obtenez une valeur très très faible, ce qui montre qu'il y a erreur de calcul. Donc, c'est la fin de cette partie sur la propagation de la lumière. Donc, à venir, la troisième partie sur l'optique géométrique. Passons à présent à l'exercice de résolution numéro 5. Donc, je vous laisse mettre sur pause et essayer de le résoudre tout seul. Résolution de l'exercice numéro 5. Alors, on vous dit qu'un rayon incident parallèle au sol arrive sur la surface d'un prisme de section équilatérale. Donc, vous avez la normale ici en rouge qui est parallèle à celle du sol, donc le bas du prisme, qui sont parallèles. Vous avez l'angle incident I1 qui est ici, par rapport à la droite en pointillé, et vous avez votre angle alpha du prisme. Donc tous les angles du prisme étant égaux. Petit souvenir de mathématiques, il va falloir utiliser le théorème des angles internes alternes. Petit rappel en vidéo. Apprendre à utiliser des angles alternes internes. Alors on va voir ça sur un petit problème, mais avant ça, rappelons ce que sont des angles alternes internes. Pour cela, on va faire un petit schéma qui commence par deux droites. Alors, deux droites, quelconques, pas forcément parallèles. Et une troisième, une séquente donc aux deux premières droites. Et bien là-dedans, j'ai des angles alternes internes. J'en ai beaucoup des angles. J'ai cet angle-là, par exemple, qui pourrait être défini, ou celui-ci. Mais des angles alternes internes ne se situent pas n'importe où. Comment les reconnaître? Déjà, il y a le mot
interne. Interne qui fait penser à intérieur. Intérieur, en quoi j'ai un intérieur ici? Eh bien là, j'ai un intérieur. Là, j'ai un intérieur entre les deux droites, ici. J'ai un intérieur. Ici, c'est l'extérieur. On le voit bien, on peut s'en aller. Hein. Là aussi, on peut s'en aller. Mais là, ici, on est prisonnier entre les deux droites. Eh bien, les angles alternes internes se trouvent forcément ici à l'intérieur, entre les deux droites. Mais il y a le choix, parce que ici, des angles à l'intérieur, j'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3 et j'en ai 4. C'est lesquels? Eh bien, je vais en choisir un déjà. Par exemple, celui-ci. Eh bien, celui-ci, d'angle, il a un autre angle qui lui est alterne interne. Comment le trouver? Eh bien, pour cela, il faut utiliser l'autre mot, alterne. En quoi je vais m'alterner? Eh bien, s'alterner, c'est changer, faire une fois l'un, une fois l'autre. Alors, une fois l'un. Bien, là, je suis contre cette droite. Maintenant, je vais aller contre cette droite. Donc, mon angle, il va aller de l'autre côté. Donc, ça peut être celui-ci ou celui-ci. Lequel des deux? Je m'alterne vraiment. Donc, là, je suis à gauche de la séquente. Bien, là, je vais aller à droite de la séquente. Et là, je m'alterne complètement. Eh bien, voilà. Là, j'ai deux angles qui sont alternes internes. Ils s'alternent. Une fois en haut, une fois en bas, une fois à gauche, une fois à droite. Ils sont à l'intérieur, ici, des deux droites que j'ai construites au départ. Mais du coup, il y en a d'autres des angles alternes internes, parce que moi, j'ai choisi au départ cet angle, mais j'aurais pu très bien choisir celui-ci. Pourquoi pas? Eh bien, si je choisis celui-ci au départ, et que je prends celui-ci ensuite, j'obtiens deux angles alternes internes.